Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Caroline Saint-Jacques. Je suis à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et je suis surtout très honorée d'animer un panel avec des collègues qui sont tous de milieux différents, qui partagent des points de vue différents et c'est ce qui, je crois, va faire en sorte que nous aurons une discussion plutôt intéressante. Je vous les présente sans plus tarder. À l'autre bout complètement, donc à ma gauche, Madame Pascale Navarro, qui est bachelière du département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. Madame Navarro est journaliste, chroniqueuse culturelle et auteure de plusieurs ouvrages sur des questions liées au féminisme. Elle collabore régulièrement à des publications telles Châtelaine, Elle Québec, La Gazette des femmes, La Presse, Le Devoir, etc. Mais vous l'avez sûrement entendu à la radio de Radio-Canada ainsi qu'à Télé-Québec. À côté d'elle, Mme Marie-Huguette Cormier, qui est détentrice d'un MBA de l'Université Laval et qui œuvre depuis plus de 25 ans au sein du mouvement Desjardins. Elle exerce aujourd'hui les fonctions de première vice-présidente ressources humaines et communication au mouvement Desjardins. Et Marie-Huguette est une escrimeuse de haut niveau et elle a représenté le Canada aux Jeux olympiques de Los Angeles et de Séoul. Elle est donc très focus, je crois. À côté, Mme Julie Lemieux, que vous connaissez bien à Québec, parce qu'on l'entend elle aussi régulièrement à la radio, mais pour d'autres raisons, qui est bachelière en droit de l'Université Laval et qui est vice-présidente du comité exécutif pour la Ville de Québec et qui en est membre depuis 2009. Avant de goûter à la politique, elle a fait carrière dans le monde de la presse écrite pendant 17 ans, notamment au quotidien Le Droit à Ottawa et au Soleil à Québec. Enfin, la dernière et non la moindre, Mme Dana Hadès-Landy, qui est bachelière du département en microbiologie immunologie de l'Université McGill et détentrice d'un MBA. Madame Hadès-Landy est chef de la direction Québec de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Depuis 2012, elle est aussi présidente du conseil d'administration de l'Association des femmes en finance du Québec, qui regroupe plus de 500 femmes occupant des postes de direction dans le domaine des finances. Mme Hadès-Landy a œuvré notamment pour les banques Scotia, Laurentienne et Nationale. Finalement, il manquait juste Desjardins. Alors, je vous avertis tout de suite, il n'y aura pas de prise de questions de la salle parce qu'on aura l'occasion d'échanger par la suite en atelier. Et je vais vous faire une petite présentation sur les statistiques actuelles, les plus récentes statistiques sur la situation des femmes au sein des conseils d'administration et également en politique. Et j'aimerais remercier Mme Liliane Côté du Conseil du statut de la femme qui a eu la générosité de nous transmettre ces chiffres, étant donné que sa présidente vient juste d'être nommée il y a 2-3 jours. Alors, je ne veux pas la remplacer, mais on va aider à au moins mettre un petit peu en perspective la situation actuelle. Ah, d'accord. Ça ne clique pas? Monsieur. Ah, c'est bien, c'est revenu. Ah, voilà. Alors, bien qu'elle représente 47 % de la population active du Canada en 2014, les femmes sont toujours sous-représentées sur les conseils d'administration des entreprises cotées en bourse canadienne et québécoise, de même que partout à travers le monde. Au Canada, elles occupent 21 % des sièges des sociétés inscrites en bourse. 49 % des entreprises ne comptent qu'une seule femme sur leur CA, alors que 60 % d'entre elles ont au moins une femme comme membre de la haute direction. Enfin, 14 % des CA en moyenne entreprise approchent de la parité. Au Québec, sensiblement la même chose, le pourcentage des femmes siégeant sur des CA d'entreprises du top 50 a augmenté de 14 % en 2007 pour se retrouver à 20 % en 2017. 32 % des PME québécoises ont une administratrice ou aucune siégeant sur leur conseil d'administration. Par ailleurs, au moins, il y a un pas qui a été fait en 2006, la loi sur la gouvernance des sociétés d'État obligeait les conseils d'administration des organismes publics québécois à atteindre la parité d'ici 2011. Résultat, nous sommes passés de 28 % en 2006 à 52 % en 2015. Si on compare ailleurs dans le monde, on voit que la représentativité féminine sur les conseils d'administration varie selon les pays qui se sont dotés d'approches contraignantes ou volontaires. Approche contraignante, c'est quand, par exemple, on va imposer une loi sur les quotas, tandis que volontaire, c'est souvent dans les institutions financières, par exemple, on doit faire de la conformité et donc publier les efforts que nous faisons en termes de diversité.
Donc, en France, il y a eu une loi qui a été imposée aux entreprises, un quota de 20 de représentativité féminine sur les CA, et cet objectif a été fixé à 40 en 2017. Donc, but atteint, parce qu'actuellement, 30 des femmes font partie des conseils d'administration. Au Royaume-Uni, on a adopté une approche de se conformer au justifié, donc pas de politique de quota. Et on voit quand même qu'en 2011, on est passé de 12,5 à 26 en 2015. En Norvège, les quotas ont été introduits en 2003, exigeant que les CA soient composés d'au moins 40 de femmes. Ils sont passés donc de 6,8 en 2002 à 35,5 en 2014. En Australie, aucun quota, c'est à peu près la même chose qu'au Royaume-Uni. En Argentine, rien du tout, on est à 8 Et aux États-Unis, il y a l'obligation pour les sociétés cotées en bourse de tenir compte de la diversité. Et c'est moins de 20 des sièges des entreprises du S&P 500 qui sont occupés par des femmes. Sur le plan politique. Monsieur. OK, non. Tu peux pas reculer. Ah, merci. Donc, sur le plan politique, 23 des femmes siègent comme députées dans le monde. Au Canada, les femmes représentent 18 des maires, AIRES, tandis qu'au Québec, 32 sont élues conseillères municipales, 17 comme mairesses. Fait qu'il y a de l'espoir, Julie. Au Parlement canadien, 26 des députés sont des femmes. Le Canada se classe donc au 48e rang mondial en termes de représentation féminine, tandis que le Québec se classe au 44e rang avec 28 de députés en 2016. Les États-Unis sont représentés par 20 de femmes, alors qu'en Russie, on en compte 14 Elles sont mieux représentées au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, 31 en Suède et, je ne sais pas pourquoi, mais au Rwanda, 64 En Belgique, les quotas ont fait passer le nombre de femmes au Parlement de 12 à 39 Alors voilà pour les chiffres. Quand on se regarde, on se désole. Des fois, quand on se compare, on se console. Je ne suis pas sûre qu'on doive tant se consoler. Mesdames, spontanément, qu'est-ce que ça vous dit, ces chiffres-là? Comment ça vous parle? Dana, elle ne peut plus de parler. Bien, c'est sûr que ce qu'on voit, c'est qu'on va nulle part. Et que même avec Complier Explain, qui semble avoir fonctionné ailleurs, ce matin, dans le Globe and Mail de ce matin, il y avait un article qui dévoilait les résultats d'un rapport fait par Osler, qui dit depuis que la mise en marche de Complier Explain, on est allé de 12,1 à 13 des femmes sur les CA des compagnies sur le TSX. Alors, Complier Explain, il n'y a pas d'objectif fixé, puis il n'y a pas de conséquences pour ne pas rencontrer des objectifs. Alors, sans ces deux volets, on va nulle part. Il n'y a plus une question de est-ce qu'il y a des femmes qui sont compétentes? Il y en a une tonne. Le problème semble être plus aujourd'hui le fait qu'il y a beaucoup de conseils qui n'ont pas de terme maximum pour leur directeur, ni du âge maximum. Et une étude qui a été faite par le groupe IGOP a montré que juste en mettre ces deux choses en place, un terme maximum, disons, de 10 ans, puis un âge maximum de 72 ans, d'ici 2021, on va être à 46 Toutes choses égales. Toutes choses égales. OK. Pascal, je vous sens... Bien, comment vous dire, par où commencer? Et moi, je suis tout à fait d'accord avec cette idée. C'est que le Comply or Explain, c'est peut-être juste pour vous expliquer, c'est de demander aux entrepreneurs, enfin aux grandes compagnies, de se soumettre ou de s'expliquer. Donc, si elles n'y arrivent pas, il faut qu'elles rendent des comptes. Mais le fait est que personne ne rend vraiment de compte et que rien n'avance. Et je voudrais peut-être juste vous donner l'exemple de la Norvège, parce que vous l'avez mis tout à l'heure. La Norvège a obligé les compagnies publiques à avoir des conseils d'administration 40% féminins. Ça a été un tollé. Ils étaient à 6 ou 7%. C'était en 2003, je pense, qu'ils ont voté la loi. Et ils ont dit, on ne trouvera pas de femmes compétentes et surtout, on va faire très mal à notre économie. Ça n'est jamais arrivé.
Ils ont trouvé des femmes et l'économie se porte très bien. Et puis, par contre, il y a beaucoup de compagnies publiques qui n'ont pas existé, qui se sont mises à fermer ou à devenir privées, parce que les privés ne sont pas soumis à ça. Mais ce que je voudrais juste soumettre, c'est que cette loi, elle a été votée par le politique. Donc, il y a un impact du politique sur l'entreprise, sur l'économie. Marie-Huguette, vous qui êtes en très grande entreprise, comment ça se vit chez vous, chez Desjardins? Bien, en fait, chez Desjardins, on a deux réalités. On a nos 6 000 dirigeants où on voudrait qu'il y ait davantage de femmes. Il faut savoir que les 6 000 dirigeants élus les conseils d'administration des caisses et on peut devenir l'élu d'une région et éventuellement accéder au conseil d'administration du mouvement. Hein, ce sont tous des représentants des régions. Donc, ça, c'est un défi. Et il y a ce qu'on appelle les permanents et donc comment faire grandir le taux de femmes dans des postes de cadre, mais notamment de cadre supérieur. Si je vous parle un petit peu de notre évolution, pour ce qui est de nos bénévoles, nos femmes bénévoles, en 10 ans, de 2006 à 2015, on a monté ce pourcentage-là de 33 à 40 %. Les premières années, ça allait pas vite, mais depuis 2-3 ans, il y a des mesures qui ont favorisé ça. Et notamment, on a proposé, lors d'un congrès, à nos dirigeants de voter sur une orientation. Et cette orientation-là, je vous la lis, parce que vous allez voir la nuance après, mais ce qu'on leur a demandé, sommes-nous d'accord pour modifier les règles relatives à l'élection des dirigeants des caisses de manière à ce que, sur un horizon de plusieurs années, la proportion d'hommes et de femmes au sein de chaque instance de caisse reflète la réalité du membership. Il y a une question de représenter ton membership. Et lorsqu'on a passé le vote, c'était 50-50. Là, il y a eu un froid dans la salle, bien évidemment. Et là, les gens sont allés au micro, puis ce sont des hommes qui sont allés au micro. Et des grands-pères, des pères. Je ne peux pas penser que l'organisation où je mets des heures, en laquelle je crois, ne peut pas adopter un tel alignement. Et il y a eu plusieurs témoignages. Et au fond, le message qui nous disait, si vous nous mettez un carcan contraignant, là, on résiste. Et donc, dans la journée même, on a changé la formulation de la question. On s'est dit, bien, si on peut atteindre meilleur. Et donc là, on a plutôt parlé de politique d'engagement volontaire. Okay? Donc, on ne force pas, mais on peut-tu penser qu'il va y avoir un engagement à faire quelque chose? Et finalement, le résultat du vote a été de 93 % pour. Et je vous dirais qu'on a eu un congrès 2 ans après, donc l'année dernière, et déjà, au micro, il y avait plus de femmes qui s'exprimaient. Il y avait plus de jeunes qui s'exprimaient. Et dans ce cas-là, sur le plan, je vous dirais, plus politique chez Desjardins, il y a eu une conscientisation. Mais si on mettait ça trop normé, ça reculait. Alors que pour les cadres chez Desjardins, les cadres supérieurs, on a eu une progression aussi. On est passé de 18 % à 30 % vraiment au corpo. Dans les caisses, on est rendu à 23 %. Il faut savoir, quand il y a des fusions de caisses, des fois, ça n'aide pas toujours les femmes. Les femmes laissent leur place à l'homme. Alors, ça, on travaille là-dessus. Mais n'empêche qu'il y a une progression. Puis, je vous dirais que la grosse différence, ça a été le programme de relève des cadres. C'est-à-dire qu'on fait un exercice annuellement où on prend les 128 VP. Là, il y en a un peu moins, comme vous avez vu dans les médias, les 100 VP, et on parle de chacun. Ces forces qu'on a remarquées, là, on le voit. On passe tout notre monde, et là, maintenant, on est rendu au niveau direction principale. On passe tout notre monde, femmes, hommes, confondus. En fait, le grand défi, c'est de faire connaître les femmes dans l'organisation. Alors, il y a toujours quelqu'un autour de la table qui connaît la personne et qui peut en parler. Et juste de faire depuis 5 ans cet exercice annuel, ça fait une grande différence. Puis on a aussi un regroupement de jeunes cadres. Ça fait aussi une différence. Puis on pourra parler d'autres mesures, mais je vous dirais qu'un programme de relève des cadres bien exécuté en entreprise, ça peut grandement aider. Fait que c'est ce que je dirais là, à ce stade-ci. Julie, comment ça se passe à la Ville de Québec? Ça se passe bien. Très bien. En fait, oui, il y a du travail à faire. On est conscient que l'enjeu est encore présent partout. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Mais à la Ville de Québec, on a la parité depuis 2009. Autant au conseil municipal qu'au comité exécutif de la Ville de Québec, notre
notre présidente de conseil municipal est une femme aussi. Les femmes ne sont pas simples conseillères, elles occupent aussi des fonctions importantes au sein du conseil. Donc, moi, je suis vice-présidente du comité exécutif. Donc, je suis le numéro 2, en fait, de l'administration La Baume. Donc, la présidente du conseil municipal aussi occupe une fonction importante, présidente de la commission d'urbanisme. On a des directrices générales adjointes aussi au sein de l'administration qui sont des femmes. Donc, je trouve qu'on est un exemple. C'est peut-être pas assez connu. Moi, je pense que ça prend des modèles. Moi, je le vois beaucoup comme ça. Je suis moins pour les quotas. On a eu des petites discussions entre nous. Je respecte totalement l'opinion des femmes qui sont pour ça. Moi, je suis plus de celles qui croient qu'il faut qu'on montre l'exemple. Puis il faut qu'on ait confiance en nous. Pour ça, on a besoin que les gens aient confiance en nous. Oui, moi, j'ai un maire, La Baume, qui m'a approché puis qui m'a dit « J'ai confiance en toi et je te donne des grandes responsabilités et je sais que tu seras capable de les livrer. » J'ai eu besoin peut-être de ce signal-là. Mais maintenant, tout va bien et je sais que je suis capable de livrer. Et j'aimerais ça, moi, être un modèle pour d'autres ensuite et leur montrer que c'est possible. Et je pense qu'on ne profite pas assez des modèles qu'on a. On en a plein la salle ici aujourd'hui. Il y en a plein aussi au Québec qui devraient pouvoir être des ambassadrices davantage. Et moi, je suis plus dans le genre, justement, de gestes que Desjardins a posé, de ne pas être coercitif, mais d'être beaucoup dans essayer de le faire avec les hommes, par les hommes. Il faut que ça vienne d'eux aussi, avec nous, pour améliorer la situation. Mais chez nous, ça va très bien. Puis à la Ville de Montréal aussi, il y a quand même beaucoup de femmes qui sont au conseil municipal et ça ne pourra pas revenir en arrière, je crois, parce que les gens n'accepteraient pas ça, je crois, parce que la question se pose à chaque élection, est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes? Et si ce n'est pas le cas chez nous, ça cause des problèmes et c'est tant mieux pour ça. Et je pense aussi que les jeunes femmes voient que c'est possible de faire de la politique autrement. Moi, le maire et moi, on se complète bien. On n'a pas la même façon d'aborder les enjeux. On n'a pas la même personnalité. C'est très bien comme ça. On se complète parfaitement bien. Et ça, heureusement pour nous. et ça, je pense que les gens en conviennent aussi. Ils trouvent que c'est bien d'avoir justement des femmes qui ont une approche différente de la politique et des hommes aussi qui sont obligés de foncer parfois un peu plus fort et d'une manière différente pour atteindre leurs objectifs. C'est important ce que tu dis. Moi, Jean-Marc, si je compare à il y a 10-15 ans, ces qualités-là de mobilisation, d'écoute, quand on fait notre fameux exercice, je vois que mes collègues, ils sont plus attentifs. Ils veulent dans leur équipe des profils comme ça. C'est devenu un atout. Ils cherchent, puis sont conscients que ça complète. Puis ça, je vous dirais là, que c'est pas le genre de propos que j'entendais il y a 15-20 ans autour de la table. Ça, c'est très positif. Dana, vous vous êtes prononcée justement publiquement pour une politique de quotas. Comme présidente de l'Association des femmes en finance, évidemment. Oui, en 2014, si je me souviens, on a décidé que dans la période, il y avait beaucoup d'articles comme quoi on allait nulle part avec cette discussion. Alors, on a décidé chez nous que c'était le temps de prendre une position publiquement comme Association des femmes en finance. Puis, on a décidé, avant de faire ça, de prendre un sondage de nos membres. C'était un sondage très court et simple. Et finalement, à notre grande surprise, on avait plus que 73% des femmes qui étaient en faveur des quotas. Alors qu'il y a certainement beaucoup qui sont contre dans le public. Mais comme j'ai dit avant, les anciennes réticences à avoir des quotas à cause du fait que les femmes vont être placées juste parce qu'ils sont des femmes ou parce que les compagnies n'avaient pas de choix, je pense que ça ne devrait pas exister aujourd'hui parce qu'il y a plein de femmes qui sont éduquées, qui sont prêtes à siéger, qui ont toute l'expertise, tous les côtés qu'un conseil va chercher. Puis, il n'y a pas de raison pour laquelle une femme va être placée sur un conseil juste parce que c'est une femme. De la même façon qu'une femme ne va pas être mise comme un PVP ou un exécutif dans une organisation juste parce qu'elle est une femme. Si on regarde les écoles aujourd'hui, les universités, les ratios des gradués sont plus que 50% femmes. Alors, c'est ça. Alors oui, on s'est prononcé. Puis, suite à ça, on a fait une call to action. On s'est regroupé 9 associations qui travaillent dans la même direction. On s'est mis ensemble pour essayer d'aller de l'avance, de supporter Comply or Explain. On s'est appelé EVP, Ensemble vers la parité, et on regroupe, comme j'ai dit, les femmes
les femmes en finance, les femmes en technologie, les femmes en communication, les femmes en immobilier. On est 9 associations. On est plus que 5000 membres ensemble qui travaillent sur ça. Mais Ça va passer vite. l'avancement est difficile parce qu'on voit qu'il n'y a pas de conséquences. Et Pascal, vous avez fait beaucoup d'études comparatives. On voit qu'en Amérique latine, il y a eu beaucoup de politiques, justement, de quotas. Comment est-ce que vous voyez, avez-vous vu une réelle différence là-dessus? Ce qui est intéressant, c'est que le principe de laisser faire, et d'encourager, je dis laisser faire par rapport aux obligations, c'est-à-dire d'encourager de mesures volontaires, donc y aller par vraiment l'inspiration, le mentorat, tout ça, c'est une avenue. Mais il y a beaucoup de pays, comme en Scandinavie, par exemple, où c'est arrivé parce que c'était dans la culture depuis une trentaine, une quarantaine d'années. Et ça a donné des résultats. Les partis politiques ne sont pas obligés c'est-à-dire se donnent eux-mêmes l'obligation de présenter autant de femmes que d'hommes. Donc, vous n'avez pas besoin d'obliger à avoir un Parlement paritaire. Il est, par définition, presque paritaire à chaque élection. Il y a d'autres pays où on essaye cette mentalité et ça ne fonctionne pas, comme en Amérique latine. Avec le résultat qu'aujourd'hui, en fait, en 2000, c'est l'Argentine qui a commencé à utiliser cette mesure. En 1991, le nombre de femmes députées était de 5,8 %. Et 7 ans plus tard, avec une nouvelle règle, c'était 26,6 %. Et aujourd'hui, elles sont 36,6 % avec des quotas en politique. Vous pouvez changer le nom quota si vous n'aimez pas ça. Dites que c'est une mesure, une loi, enfin n'importe quoi, mais on veut la présence de femmes un objectif. On veut la présence de femmes en politique parce qu'elles ont à disposer des fonds publics, elles ont à prendre des décisions pour tout le monde, femmes et hommes, et qu'elles ont leurs droits. En fait, il faut qu'on les entende. Donc, ces pays-là se sont donné des obligations et comme vous le voyez, ça a donné que le Nicaragua, il y a 2 ans, était le pays où il y avait le plus de femmes parlementaires, après le Rwanda. Parce que le Rwanda, pour répondre à votre question, pourquoi au Rwanda il y a tant de femmes? C'est parce que des pays qui sortent de conflits, de guerres, de grandes guerres, ont la contribution des Nations unies pour reconstruire le pays. Et parmi les critères de reconstruction, la parité en est un. Donc, ça veut dire qu'on considère que c'est un signe de progrès et de démocratie que d'intégrer la parité, l'obligation à la parité à une vie parlementaire, à la législation. Donc, les pays d'Amérique latine ont aussi fait ça, ce qui a donné des résultats. Pour vous donner une idée, vous avez maintenant le Costa Rica, le Nicaragua, l'Uruguay, l'Argentine, la Bolivie, où ils sont tous entre 30 et 40 %, ce qui est quand même plus que ce qu'on n'a jamais fait au Québec et au Canada. Absolument. Et après, pour voir si ça change quelque chose dans la vie de tous les jours, il faut aller sur le terrain puis faire le travail. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on se dit toujours, on a peur des quotas parce qu'on a peur de une espèce de tremblement de terre, mais il y a les quotas ou la réflexion là-dessus, c'est un moteur de changement. Quand vous imposez ça quelque part, et on peut trouver une façon douce de le faire, vous faites arriver une réflexion sur la parité. Parce que là, on ne serait pas là aujourd'hui si les femmes n'avaient pas été en politique il y a 30 ou 40 ans. Personne ne serait ici aujourd'hui pour parler de ça. Donc, il y a des effets. Marie-Huguette, là-dessus? Bien, peut-être, je pense que là-dedans, une des solutions, c'est certainement de voir dans chaque milieu, là où il y a des cordes sensibles, comment on doit approcher ça. De plus en plus, nous, on avait, M. Damour est là, il y a plusieurs années, on avait un comité équité des genres, il y avait une stratégie pour améliorer donc la progression des femmes. Maintenant, on va parler plus de diversité parce qu'on a les jeunes en entreprise qu'on veut. Donc, quand on l'amène sous un angle comme ça, il y a comme déjà un petit peu plus d'ouverture. Et donc, nous, il faut relancer la stratégie. Maintenant, on va l'appeler diversité, mais c'est une façon aussi. Donc, ce qui est important, il n'y a peut-être pas une réponse, quota, pas quota. Il y a des situations, puis si on écoute les cordes sensibles des gens avec qui on travaille, bien, on peut trouver la stratégie pour amener le changement. Il faut lire ça aussi. Là. Et on ne peut pas ignorer non plus les données qui disent que les compagnies qui ont plus de diversité sur les conseils performent mieux. Oui. Alors, pourquoi? Puis je pense que le mot... Oui. Pardon? C'est 2 fois plus. Oui, puis je pense que le mot diversité, c'est quand même important parce que, oui, on parle des femmes, mais
il faut que nos conseils, nos compagnies soient représentatives de la population. Tout à fait. Et s'ils sont toutes la même couleur, la même âge, tout ça ne représente pas la population Mais aujourd'hui. les femmes elles-mêmes sont une diversité. Je veux dire, Oui. toutes les femmes ne sont pas pareilles, donc elles sont aussi représentatives de la diversité. Mais le problème de laisser ça, enfin, à mon avis, à mon humble avis, de laisser ça au hasard ou à la bonne volonté, c'est que si demain M. Labaume n'est plus là et que c'en est un autre qui décide que lui, c'est pas plus important que ça pour lui, la parité, il y en aura moins des femmes. Il n'y a pas d'obligation. M. Trudeau a fait un cabinet paritaire, c'est très bien, on est très heureux, mais ça n'a rien changé dans les structures. Et donc, si ce n'est pas supporté par une institutionnalisation de cette règle, quelle qu'elle soit et quelle que soit la formule, parce que moi aussi, je suis ouverte à toutes sortes de façons de dire, il faut être stratégique, hein? Mais si demain, il n'y a pas de femmes dans un parlement, au Parlement d'Ottawa, par exemple, ben, il n'enfreint aucune loi. Rien ne dit qu'on est obligé d'avoir des femmes. Julie, vous savez. Oui, mais c'est là-dessus très que moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça parce que je pense que c'est en train de changer, justement. Moi, je le vis comme ça chez nous. Je le vis comme ça dans le monde municipal en général. On est en France, c'est vrai qu'ils ont des lois qui sont un peu différentes que chez nous, mais c'est en train de changer dans les mentalités. Puis, je suis pas d'accord que si du jour au lendemain, il y avait moins de femmes au conseil municipal, personne ne parlerait de ça, puis ça passerait sous le radar. Puis je pense qu'on est en train de créer des modèles. Là où je crois où on fait erreur, c'est qu'on ne diffuse pas assez. On ne leur donne pas assez de place à ces femmes-là. Moi, là, je serais très disposée à aller dans les écoles, dans les universités, dans les cégeps, pour aller encourager des femmes à faire de la politique. Parce qu'on est un facteur de changement, c'est vrai, en politique. Et il faut que les femmes se sentent interpellées, se sentent capables, aient la confiance. Puis le mot-clé pour moi, c'est la confiance. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'elles n'ont pas ce qu'il faut. Et moi, j'ai envie de leur dire qu'elles sont capables. Et je pense que je suis un modèle pour elles. Et je pense qu'il y en a d'autres comme ça. Et ça manque un petit peu. Il y a une mobilisation à aller chercher. Je ne suis pas sûre que moi, je n'ai pas envie de savoir que j'ai été élue sur un quota. C'est ça mon problème. Honnêtement, là, c'est tout à fait transparent. Mais on n'est pas élue sur un quota. Mais ce que je veux dire, c'est que, juste pour terminer là-dessus, puis moi, j'ai l'impression que ça mine même un peu la confiance en soi de savoir que tu as été élu à cause d'une loi au lieu du fait que tu as été élu pour tes compétences et pour tes capacités. Moi, je le vois plus comme ça, mais ceci dit, je suis très ouverte au débat. Puis s'il y a des moyens qui sont peut-être plus fins, peut-être moins radicaux, je dirais, mais qui permettent d'atteindre des objectifs, on peut en discuter. Mais les quotas, pour moi, c'est tellement évident que les femmes ont leur place en politique et qu'on a les compétences pour le faire aussi, que je pense qu'on est mieux d'en parler directement avec les femmes pour aller les convaincre qu'elles sont à leur place aussi, davantage. Et ça se fait pas assez. Puis je pense que des journées comme aujourd'hui, c'est parfait. Vous devriez faire ça chaque année. Mais on fait ça depuis 10 ans. Je le sais. Mais peut-être plus. Mais je pense que le cercle s'élargit, j'ai l'impression. On en entend plus parler. Il y a eu beaucoup d'actualités aussi en lien avec ça. On bouge pas. Puis moi, je trouve que ça bouge chez nous. Donc, puis je pense qu'on peut Mesdames, moi, je vous écoute, puis je pense qu'on s'entend toutes sur le même objectif. Oui. C'est vrai. Maintenant, ce sont les moyens. Qu'est-ce qu'on fait pour y parvenir? Comment est-ce qu'on peut se mobiliser? Donna, tu disais tantôt que vous êtes 9 associations, vous êtes 5000. On aimerait ça combiner plusieurs secteurs d'activité. Comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin, plus vite? Qu'est-ce qu'on fait? Mais en absence du changement des lois ou des politiques pour l'instant, je pense que ce qu'on peut faire, c'est de s'assurer qu'on parle avec les chefs du conseil, les chefs de compagnie, les chefs de comité de gouvernance, qu'on s'assure qu'ils ont accès à les listes des bases de données des femmes qui sont prêtes. À la FFQ, on a donné au ministère des Finances provincial et fédéral et à la Caisse de dépôt et à Desjardins les listes des femmes qui sont prêtes à siéger sur des conseils pour qu'il n'y ait pas de raison pour laquelle il n'y a pas au moins des femmes dans le mandat dans le comité de sélection qui n'y a pas là. Alors, c'est ça, il faut s'assurer que les bases de données sont disponibles, que les gens comprennent l'amélioration qui se fait avec la performance, avec la diversité, puis qu'on leur rende ça un peu plus facile pour eux autres, peut-être c'est ça. Puis qu'on parle aussi chez nous à la FFQ d'être à l'avance, de ne pas attendre qu'il y a qu'il y a une retraite ou quelque chose sur une conseil, mais d'aller de l'avance en disant, OK,
vous avez 3 membres du conseil qui vont prendre leur retraite dans les 3 prochaines années. Voilà une liste de 10 femmes qui pourraient prendre ces postes. Alors qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher. On est là, on va le fournir. Ça, c'est un point important. Nous, on a commencé à créer des bassins de dirigeants parce que finalement, des fois, ils disent, ben oui, vous voulez qu'on l'augmente, mais là, on cogne puis on n'a pas de succès. Alors, voici des noms. Ça, on a le rôle de faire ça. Donc, on a commencé aussi à parler, même au Conseil de la Fédération, de la durée des mandats, le nombre de mandats. On a mis une limite. Bien là, ça influence les autres organismes à dire, eh bien oui, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas assez de turnover. Ça fait plus de place aussi. Mais finalement, c'est quelque chose où il doit avoir du travail à plusieurs niveaux. Tu parlais les femmes en elles-mêmes, là, leur dire qu'elles peuvent, qu'elles aient confiance en elles. Il faut bâtir l'estime de soi. Ça commence à l'école, ça. Quand on leur fait faire du sport, on voit que ça se construit un petit peu plus rapidement. Donc, c'est la personne qui est la femme. Moi, quand il y en a une qui vient et qui négocie son salaire, je la félicite parce que je dis « Ah, c'est le fun, une qui fait ça. » Il faut leur dire qu'elles peuvent être ambitieuses, qu'elles peuvent négocier parce que les gars, ils ne gênent pas pour faire ça. Puis quand il y a une restructuration, qu'ils ont dessiné l'organigramme, ils n'attendent pas qu'on leur demande. Donc, on doit leur faire signe, mais en même temps, ça commence à l'école. Donc, il y a la société, il y a l'organisation, puis il y a soi-même de décider de sortir de sa zone de confort puis de dire, bien, je l'essaie, c'est pas pire que l'autre qui n'a pas de background. Mais ça, il faut travailler cette... c'est pas évident, c'est dans la famille. Alors, les quotas, c'est un aspect. Oui, mais il y a d'autres choses. C'est sûr qu'il y a des histoires qu'on entend tous les jours, que ce soit pour les conseils ou whatever. Quand quelqu'un appelle une gars pour prendre un poste de conseil, puis il regarde son CV et dit ben, j'ai 30 des qualités qu'il cherche. Oui, je suis correct, je suis parfait, je vais faire un excellent job. Tu appelles une femme, la même femme va dire, la femme qui a 100 des qualités, ben, je ne suis pas certaine que je suis capable, puis je vais leur réfléchir tout ça. Puis c'est ça, il faut que, effectivement, les femmes, il faut qu'on ait on a plus de confiance, puis on est, je dirais pas plus agressif, mais plus certaine en nous-mêmes pour dire oui. Il n'y a personne qui a 100 des qualités, jamais. Puis... Pascal? Moi, ça me fait réfléchir. Ce que vous dites, ça démontre bien que la socialisation des filles n'est pas la même que celle des hommes. Et c'est la raison pour laquelle vous parlez beaucoup de confiance et d'oser et d'ambition. Mais l'audace et l'ambition, plein de femmes en ont. Le système ne supporte pas toujours ça, parce que le système, il a une tradition qui date de millénaires, disons de centaines d'années ou de dizaines d'années, mettons au Québec, et qui fait que les choses se font selon une certaine manière, avec des habitudes, avec la tradition, justement. Donc, les hommes moi, j'ai jamais pensé que les hommes repoussaient les candidatures de femmes en politique ou en entreprise, au contraire. Mais simplement, c'est que le réflexe, c'est d'aller chercher dans son réseau. Et le réflexe pour les femmes, dans ce temps-là, c'est de ne pas s'imposer. Et c'est aussi le réflexe qui fait, et c'est vraiment, je vous le dis avec beaucoup d'amitié, qui fait que vous pensez que vous êtes là à cause d'un quota. Parce que vous pensez que sans ça, vous ne seriez pas normalement apte à être là, alors que vous avez tout à fait le droit d'y être. Ce n'est pas parce qu'on vous nomme selon un principe qui, d'ailleurs, est défendu par des hommes. Quand c'est institutionnel, ce sont des hommes et des femmes qui décident de la parité. Ce n'est pas juste de faire une faveur aux femmes, c'est un principe public de gouvernance, donc adopté et soutenu par toute une organisation. Donc, vous allez être nommé non pas parce que vous êtes une femme, mais parce qu'on croit que dans cette organisation, la parité doit être respectée. Et la diversité, quand on parle de diversité, il n'y a personne qui remet en doute vos qualités, sauf soi-même. Oui, mais ça, c'est vrai. Mais ça, c'est plus la théorie. Mais la pratique en politique, si tu as été élu parce qu'il y a des quotas, il y a des risques que la crédibilité soit moins là par la suite. Puis c'est à nous de faire les preuves, je suis d'accord. Mais moi, je pense de vous soutenir, pas juste à vous. Mais moi, je pense que c'est possible de le faire sans ça, en travaillant sur la confiance, oui. Ça a l'air peut-être là, cliché, mais je pense qu'on a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Puis je pense que c'est là-dessus qu'on doit miser. Puis c'est pas une loi qui va nous donner confiance en nous. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Mais c'est ce que une loi, ça supporte. Ça supporte. Peut-être. Mais moi, je sais pas, j'ai l'impression de porter ces valeurs-là en moi depuis ma naissance. J'ai jamais fait de distinction entre les hommes et les femmes. Chez nous, c'était même pas un enjeu. Mais donc, ce n'est pas personnel. Je parle d'un système. Je ne parle pas de vous. Je parle d'un système qui fait qu'on ne socialise pas les hommes et les femmes de la même façon.
Et les femmes doivent toujours être poussées et se pousser elles-mêmes. On en sait toutes quelque chose pour prendre notre place. C'est vrai. Mais moi, je pense que c'est en train de changer. Puis je pense qu'aussi, il faut travailler Ça évolue. Il faut travailler les hommes aussi. Il faut travailler les hommes aussi. Oui. Parce que ils ne demandent que ça. C'est ça. Je pense que... Mais c'est ça. Ils sont très ouverts à ça. C'est juste qu'ils ont, comme vous disiez, ils n'ont pas le réflexe nécessairement de penser toujours à la parité, à la représentativité des femmes. Parce que parfois, c'est plus rapide et plus facile. Mais moi, je pense qu'on a à travailler sur eux aussi. Bien, c'est sûr. Je suis pas sûre qu'encore là, ça marche ça fonctionne avec des lois. C'est juste ça. Mais on le voit, là, avec le fait que nos jeunes cadres doivent concilier travail, famille. On voit qu'ils n'ont pas les mêmes comportements que leurs prédécesseurs. Il y a une loi du nombre aussi. C'est vrai qu'on voudrait que ça aille plus vite, mais moi, je regarde, là, mes filles sont à l'université, je regarde le taux de filles dans les cours en médecine, en administration. Il y a une loi du nombre, là. Je peux bien croire qu'ils n'auront pas tous le goût de s'impliquer, mais il va en avoir pas mal plus que maintenant. C'est inévitable. On ne les éduque pas de la même façon. Il faut aussi, mais je comprends très bien, Pascal, c'est l'idée de dire on peut-tu avoir un catalyseur, quelque chose qui va faire accélérer. C'est pas nécessairement une loi. Je veux dire, c'est pas. Moi, j'y crois, mais il y a peut-être d'autres façons de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un système, quand il est porté par tout le monde, il encourage tout le monde de la même façon. Et les femmes se sentiraient beaucoup plus en droit de faire ce qu'elles ont à faire, en droit de se présenter, en droit de prendre leur place. Et les hommes y croient aussi. Parce que moi, j'y crois beaucoup à cette conception mixte du pouvoir. Ce n'est pas juste les femmes qui veulent être là pour être là. C'est d'avoir un point de vue féminin et masculin partagé par tous. En terminant, si je pouvais vous demander à chacune une piste d'action concrète qu'on pourrait, pour faire avancer les choses, justement, pour accélérer peut-être le processus, parce que Julie, vous avez raison, les choses changent. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus vite? La mobilisation dont je parlais tout à l'heure, je pense que des événements comme ça, des articles de fond, comme Pascal fait souvent aussi, pour faire réaliser à quel point il faut continuer à travailler là-dessus, c'est essentiel. Mais quand je parlais des écoles, on parlait d'éducation, moi je pense que c'est la base. C'est là que ça se passe. Puis autant du côté des gars que des filles, des garçons et des filles, c'est là que ça se passe. Il faut que les jeunes soient sensibilisés à ces enjeux-là. Puis moi, je pense qu'il y a une grande ouverture de leur part de toute façon. Puis il faut qu'on témoigne, il faut qu'on les montre, les femmes qui ont du succès, les belles histoires qui se passent autour de nous, il faut qu'on les diffuse. Ça aussi, ça manque pour l'instant. Puis moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler en priorité. Puis peut-être aussi, oui, avoir des moyens encore peut-être plus coercitifs, mais en tout respect, je pense qu'on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut pour faire avancer. Peut-être que je suis idéaliste, là, je ne sais pas, mais moi, j'ai l'impression que c'est en train d'évoluer, puis on ne veut pas de retour en arrière. En tout cas, moi, j'en veux pas, puis on va continuer dans ce sens. Clairement. Mariette? Si je peux faire du pouce là-dessus, c'est sûr qu'en entreprise, des problèmes de mentorat, de formation, de bassin de main-d'œuvre, ça aide. Mais s'il y avait un geste, parfois, qui est tout simple, c'est le réseautage, tant à l'entreprise qu'à l'externe, comme des événements comme aujourd'hui. On dit faut qu'il y ait des gens qui viennent parler de ça, il faut que les femmes voient des femmes, il faut que les femmes jasent avec les femmes, ça donne un petit peu plus de force. Mais le réseautage, moi, en tout cas, avec toutes mes années de travail, ça me fascine comment les femmes, celles qui sont ici aujourd'hui, c'est pas à vous que j'ai pas besoin d'apprendre ça, mais la force d'un réseau externe et interne, c'est tellement puissant, ça peut faire une différence dans une carrière. Et puis ça, faut l'enseigner à nos jeunes, puis il faut le dire à nos cadres en entreprise. Là, c'est un puissant levier pour faire changer les choses. Tellement d'accord. Pascal, en terminant? Eh bien, moi, je pense que oui, l'éducation, c'est très important, la sensibilisation, maintenir aussi une réflexion sur ce que c'est qu'exercer le pouvoir et pourquoi il faut que ce soit diversifié, pourquoi les hommes et les femmes doivent y travailler et que ce soit défendu et soutenu aussi par la mixité, par les hommes et les femmes. Et si je peux vous inviter à peut-être être partenaire pour la parité, vous allez avoir toute l'information en sortant d'ici. Vous pouvez travailler, chacun peut mettre un peu du sien pour y arriver. Et je vous invite à aller voir cette documentation qui est sur la table du groupe Femmes politiques et démocratie. Très bien. Dana? Je suis bien d'accord avec l'éducation et le réseautage, effectivement, mais je pense que le point qu'on n'a pas mentionné aujourd'hui, c'est que le réseautage des femmes devrait être avec les hommes. On a parlé peut-être pour les premières 10 ans entre femmes, et là, je pense, depuis une certaine période, on a réalisé qu'on va nulle part sans avoir les hommes à la table avec nous, parce que de toute façon, ils gèrent la plupart des conseils et des comités exécutifs, alors qu'il faut s'assurer que notre network est
qu'ils comprennent aussi les hommes et que les hommes sont à la table avec nous pour trouver des solutions à améliorer ça. Bien, finalement, on ne s'est pas trop chicané. Je pense qu'il y a un petit peu de tout. Je vous remercie infiniment, mesdames. C'est vraiment très intéressant d'avoir votre point de vue. Merci.